Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Bonjour à toutes et à tous, si vous cherchez un lieu où l'on soigne le travail et pas forcément les gens, vous êtes au bon endroit. Régulièrement, nous reviendrons dans ce podcast sur la question des changements climatiques et des impacts que ces changements vont avoir sur le travail et aussi sur le vécu subjectif au travail, puisque c'est quand même ça l'angle de la psychologie du travail. Le sujet ne se traite pas d'un coup, de manière monobloc, il faut y aller par cercle concentrique. C'était bien l'ambition de ce hors-série que je vous ai proposé il y a quelques jours maintenant. Ce hors-série posait un certain nombre de prérequis de base qui sont les points de départ sur lesquels je pense qu'il ne faudrait pas qu'on revienne à chaque podcast parce que sinon on va se répéter et on va être obligé de rappeler des choses. Donc je vous y renvoie si vous ne l'avez pas encore écouté. Et aujourd'hui, grâce à notre invité, Kevin Jean, maître de conférence, chercheur en épidémiologie, on va approcher un petit peu plus de nos problématiques à nous. On va parler de santé et changement climatique, d'adaptation au travail par rapport à ces changements climatiques qui arrivent. Et puis, j'avais également envie de parler avec lui de la question de l'éco-anxiété, terme un peu valise, là aussi, il faudra qu'on décode un petit peu, mais qui nous rapproche cette fois au plus près des questions des enjeux psychologiques au travail. On n'aura pas pour autant fini d'épuiser le sujet, il faudra d'autres invités, il faudra d'autres angles pour regarder cette question-là. Mais je pense qu'on avance et ça c'est bien. Donc je vous laisse avec cette interview. Le son a eu quelques difficultés, mais je pense que ça gêne pas l'écoute. J'apprends à régler tout ça. Et bonne écoute à vous. Bonjour Kevin. Bonjour Bertrand. Merci d'avoir accepté de nous aider aujourd'hui à faire cette démarche de focalisation en fait sur le sujet de la santé, du climat. J'avais envie de discuter avec toi pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que c'est un petit peu ton sujet. Tu es chercheur, épidémiologiste, maître de conférence et ton sujet, tu nous le développeras un petit peu tout à l'heure, c'est le lien entre la santé et les changements climatiques. La deuxième raison, c'est que tu écris dans Bon Pote. Et Bon Pote, c'est un média de qualité pour traiter de ces sujets-là, de ces questions-là. Et puis enfin, troisième bonne raison, il y en a d'autres, mais j'en pointe 3 en particulier, c'est que tu as réfléchi, tu as écrit sur la question de la santé au travail, en particulier face au changement climatique. Et puis tu as un peu battu en brèche, alors un peu, mais à juste titre selon moi, l'usage qu'on a aujourd'hui de cette notion d'éco-anxiété, qui évidemment, à partir du moment où il y a le mot anxiété, va intéresser le psychologue parce que c'est des sujets qui sont en lien avec les enjeux psychiques qu'il peut y avoir, notamment au travail, en lien avec la crise climatique. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour commencer, est-ce que il y aurait des points que je pourrais ou qu'on pourrait ensemble rajouter pour compléter cette présentation ? Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Alors, un point que je pourrais compléter. Donc, j'étais jusqu'à il y a très peu de temps maître de conférence donc au Conservatoire national des arts et métiers, qui est un établissement qui est vraiment orienté sur la formation professionnelle. Et ce que j'y ai lancé en 2018 et qui continue maintenant, ce sont des enseignements sur les enjeux environnementaux et climatiques à destination des professionnels, des travailleurs, des travailleuses, avec un certificat d'établissement qui s'appelle les enjeux de la transition en milieu professionnel, dans cette idée que finalement ces enjeux de transition maintenant ils nous concernent tous. Et donc l'idée de ces enseignements, c'était d'une part de présenter rapidement les grandes généralités à l'échelle globale sur la crise climatique évidemment, mais également les autres crises, crise des ressources, crise de la biodiversité, limites planétaires. Et d'autre part un enseignement sur les quelques leviers d'action qu'on peut avoir à l'échelle professionnelle pour prendre à bras le corps ces sujets. Alors ça va pas forcément très loin, mais on parle de bilan carbone des organisations, on parle d'approche par l'analyse de cycle de vie, on parle également de conduite du changement à l'échelle individuelle, donc dans ses relations interpersonnelles, mais également à l'échelle d'une organisation. Voilà, donc on a essayé un petit peu de quadriller tout ce qu'il faut savoir
en tant que salarié, en tant que membre d'une organisation sur ces questions environnementales et climatiques. Il faudra qu'on mette le lien en description pour que les gens qui nous écoutent puissent aller voir. Moi, j'en profite pour lancer un petit message. Moi, j'ai pas réussi à m'inscrire, hein, donc ça a été le gros problème qu'on a. un petit peu compliqué, mais il y a des sessions qui commencent au prochain semestre et si on se tient prêt, je pense qu'on arrivera à s'inscrire. Ça m'a l'air extrêmement intéressant en tout cas, et j'aime bien l'idée qu'il y ait une approche aussi un peu sociologique ou sciences humaines au sens large de ces sujets-là. Évidemment, puisque nous on est là pour faire ça. Enfin, c'est un petit peu l'angle que je veux donner à ce podcast, et on va traiter tous ces sujets-là. Peut-être pour commencer, moi je voudrais savoir qu'est-ce qu'on sait déjà dans les grandes lignes sur le lien entre la santé en général et le climat. Qu'est-ce qui est le plus prégnant? Alors, il y a deux façons de prendre cette question. La première, c'est évidemment la question des impacts du changement climatique sur la santé. Et ces impacts, ils sont très nombreux. Ils vont toucher à beaucoup de dimensions. Une façon de les envisager, c'est de réfléchir d'une part, dans un premier temps, aux impacts directs du changement climatique sur la santé. Donc là, on pense par exemple aux vagues de chaleur qui nous impactent directement. Des impacts indirects du changement climatique sur les écosystèmes qui vont nous-mêmes nous impacter. Là, on peut penser par exemple aux sécheresses qui vont affecter la production agricole. Et le troisième grand volet, ce sont les effets indirects que le changement climatique va avoir sur les organisations sociales, les organisations humaines. Voilà, donc on a parlé des effets sur le rendement agricole. Ça dépend également de systèmes humains. Le secteur des soins également peut être très affecté par le réchauffement climatique. Voilà, on sait qu'en cas d'inondation à Paris, la grande partie des hôpitaux auront les pieds dans l'eau. Donc voilà les trois grandes familles. Donc les effets directs, les effets indirects et les effets sur le système de soins. La problématique quand on réfléchit à ça, c'est que hiérarchiser ces différents risques est très compliqué. Pour l'instant, on va dire qu'à court terme, ces effets sur la santé, on les sent pas énormément. On va les voir, on va les mesurer, les percevoir pendant, par exemple, des périodes de canicule où on va avoir un surrisque de décès. Ça reste assez marginal. La grande partie de ces effets, ils sont devant nous. Il y a quelques grands risques qu'on sait qui pourront vraiment poser des problèmes importants à l'échelle du globe. Les effets de la chaleur, par exemple. On sait que certaines régions du monde risquent de devenir complètement inhabitables par l'effet de la chaleur, l'effet également de submersion ou d'inondation. Là aussi, on sait que certaines régions entières peuvent être affectées avec des risques infectieux qui s'en suivent. Le grand problème de tous ces risques, c'est qu'ils sont assez compliqués à hiérarchiser. On a du mal à savoir lequel va survenir en premier parce que pour l'instant, on les traite un peu un par un. Mais on se rend compte également que ces risques, il y a de grandes chances que ça devienne des risques en cascade. Donc cette première approche par les impacts, elle est assez compliquée. On se rend compte que, et là le GIEC nous le dit, on va pouvoir s'adapter jusqu'à un certain point, mais au-delà d'1,5 degré, 2 degrés de réchauffement globaux, ça va être très compliqué de s'adapter à ces impacts et qui vont toucher tous les continents. Donc le GIEC nous le dit ici, aucun continent n'est à l'abri. On se sent souvent un peu plus à l'abri en Europe, mais on a déjà des éléments sur ces impacts en santé. Et deuxièmement, tous ces risques, il n'y a pas de bénéfice pour la santé au réchauffement climatique. Des fois, on entend qu'on aura moins de jours froids, donc ça va compenser un petit peu les canicules. Non, l'effet net, il sera très largement négatif. Il faut pas s'attendre, il faut pas laisser passer le message qu'on aurait des bénéfices au réchauffement climatique. Et l'autre point qui est très important à avoir en tête et qui est également très important à mettre en avant, c'est de prendre le problème dans l'autre sens. Le problème des impacts sur la santé de politique climatique. Et là, c'est très important parce que ça change vraiment la perspective. Si on le dit rapidement, en gros, on sait ce qu'il faut faire pour régler la question du changement climatique. Il faut arrêter de brûler des énergies fossiles, il faut manger moins de viande, il faut se déplacer autrement, donc plus dans des voitures thermiques. Le problème, c'est que tout ça, d'un point de vue climatique, ça porte ses fruits à l'échelle de décennies, voire de siècles. Et en plus, on a toujours la grosse tentation de faire le passager clandestin en se disant si je le fais tout seul dans mon coin, de toute façon, ça ne portera pas ses fruits. Donc, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Et en attendant qu'on le fasse tous ensemble, moi, je vais plutôt pas changer, attendre que les autres changent. Et donc, on voit que c'est pas du tout quelque chose qui est motivant pour l'action. Maintenant, quand on inverse un petit peu la perspective et en tout cas qu'on adopte la perspective santé sur les mêmes actions, arrêter de brûler des fossiles.
manger moins de viande, se déplacer autrement, ça, ce sont toutes des actions ou des politiques qui ont des bénéfices de court terme pour la santé. Ce qu'on commence à percevoir, c'est que toutes ces actions qui sont bénéfiques pour le climat à long terme sont également bénéfiques pour la santé à court terme. Et ça, c'est une façon d'inverser un petit peu le problème, de prendre le problème dans l'autre sens, qui est beaucoup plus stimulante et propice à l'action. En t'écoutant, j'ai pensé à un gros mot. J'ai pensé au mot de médecine préventive. C'est quelque chose que aujourd'hui on a un petit peu oublié, effectivement, la prévention. Tu as beaucoup utilisé le terme risque. Nous, c'est notre métier en psychologie du travail que de travailler sur les risques quand on intervient dans l'entreprise, notamment. Et ce qui caractérise un risque, selon moi, c'est que souvent on pense que c'est lointain, on pense que c'est dans longtemps, et puis on pense que c'est pas certain parce que le mot risque, en soi, voilà, moi je me suis assuré contre un certain nombre de risques sur mon véhicule ou ma maison. Mais c'est pas parce que je suis pas persuadé que ces risques-là vont se matérialiser. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner et est-ce que l'on peut donner un certain nombre de repères aux gens pour leur dire c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est sûr, à tel degré de certitude et ça vous concerne vous aussi. À quel point est-ce que ça me concerne moi en fait? Ce dont on commence à se rendre compte, c'est que pendant des années, on a sans doute mal parlé de la crise climatique. Parce que, et enfin c'est encore le cas dans la littérature scientifique, quand on parle des impacts climatiques, très souvent on va se référer à des années qui sont lointaines, qu'est-ce qui va se passer en 2050 ou 2100, il vaudrait beaucoup mieux parler des risques qui sont très proches dans l'espace et dans le temps. On sait, l'année 2023 a dépassé dépassé les normales de température de plus 1,5 degré. Ce niveau de réchauffement qui était un des objectifs de l'accord de Paris, de 1,5 degré. Donc cela, c'est acté. Le réchauffement climatique est déjà lancé. On a une partie de réchauffement qu'on ne pourra pas, sur laquelle on ne pourra pas revenir en arrière. Et donc ce réchauffement d'un niveau général de 1,5 degré, il est acté. On le dépassera dans les années 2030. Et donc ce plus 1,5 degré de réchauffement global qu'on va atteindre en 2030 correspondra à plus 3 degrés en France. Et ce plus 3 degrés en métropole pourrait se transformer en une moyenne générale de plus 5 à plus 7 degrés dans les pics de chaleur. Donc, des canicules pourraient être, d'ici 2030, plus 5 à plus 7 degrés au-delà de ce qu'on a connu dans les registres historiques. Donc voilà, 2030, c'est demain, c'est dans 6 ans. Dans les endroits où on vit, il faut s'attendre à des canicules de cette ampleur. Et donc, quand on dit c'est dans 5-6 ans, on voit bien qu'il va falloir trouver des solutions d'adaptation, notamment au travail, puisque c'est un peu l'angle qu'on veut donner à notre discussion. Le réchauffement climatique fait peser différents risques, beaucoup de risques, un petit peu comme les risques santé que j'ai évoqués au début du podcast, sur le travail. Le premier de ces risques, c'est évidemment les risques liés à la chaleur. Donc, dans des vagues de chaleur, durant des périodes de forte chaleur, on est exposé de manière générale et on l'est encore plus au travail, notamment dans des travaux qui impliquent une certaine charge physique. Donc quand on travaille de façon manuelle, on a des tâches qui sont un peu qui sont physiques, pénibles. Ça génère un surplus de température du corps humain et donc on est bien plus vulnérable dans ces périodes de forte chaleur. Là, on pense évidemment à des secteurs comme le secteur du bâtiment, secteur agricole également. Mais faut pas oublier qu'on a des métiers émergents qui sont vraiment très très exposés sur ces vagues de chaleur-là, les livreurs à vélo, typiquement, qui sont en milieu urbain très dense, là aussi au cœur des îlots de chaleur humains et qui sont très exposés. Quand on parle d'adaptation sur ces enjeux-là, il y a évidemment la vigilance, l'hydratation, mettre à disposition des bouteilles d'eau, faire plus de pauses, faire ces pauses de fraîcheur pour aider l'organisme à descendre en température. C'est déjà un petit peu fait, c'est vraiment le minimum syndical, il faudrait dire. Donner à des travailleurs du bâtiment accès à des bouteilles d'eau, leur proposer des pauses plus régulières, c'est vraiment la première chose à faire. Et là, ce serait irresponsable de pas le faire. Deuxième type d'adaptation dont on entend beaucoup parler, c'est l'adaptation horaire. Décaler les heures de travail, donc pour travailler aux heures moins chaudes, le matin, le soir. Là, on commence à avoir des modélisations à l'échelle mondiale. J'aurais dû commencer par là, mais on commence déjà à évaluer les pertes de productivité liées à ces vagues de chaleur au travail. On a une équipe américaine qui travaille là-dessus et qui chiffre que tous les ans, du fait de ces heures non travaillables, parce qu'il fait trop chaud pour travailler et qu'on se met en danger en tant que travailleur, on perd à peu près l'équivalent d'une crise Covid tous les ans en heures travaillées. C'est énorme.
Et donc une des réponses, c'est de dire bon bah voilà, on va décaler les horaires de travail, on va se travailler un peu plus tôt, un peu plus tard, finalement ça ira bien. La même équipe nous dit que bah, ça, on peut également essayer de chiffrer à peu près ce qu'on peut gagner par cette adaptation. Et elle nous dit qu'on peut gagner à peu près 30%, on peut récupérer à peu près 30% des heures travaillées, mais pas plus. Parce que on va pas travailler toute la nuit, et puis plus il fait chaud, et ben plus il fait chaud, plus il fait chaud tôt également, avec des niveaux de réchauffement climatique qui vont augmenter à 6, 7 heures, 8 heures du matin, il fera de plus en plus chaud, et finalement on comprend bien, c'est assez intuitif, que cette plage d'horaires plus adaptée au travail en termes de température, elle va se réduire au fur et à mesure que les températures vont augmenter. Et le deuxième point très important, c'est qu'on se rend bien compte également que ça va générer d'autres types de risques. Le risque des horaires décalés, des risques pour l'organisation familiale. On sait que le travail en horaire décalé est également un facteur de risque pour la santé. Que le travail de nuit, par exemple, est reconnu cancérigène par l'OMS. Donc, on a tous ces enjeux de quelque part transfert de risque également avec ces enjeux d'adaptation. Donc voilà, il faut vraiment se rendre à l'évidence que on ne pourra pas s'adapter à tous ces niveaux-là et qu'il y a vraiment un effort d'anticipation qui est à faire à la fois sur l'organisation du travail, c'est-à-dire que dans ces périodes, faire peut-être planifier des tâches moins physiques, avoir plus de facteurs organisationnels protecteurs, mais facteurs techniques protecteurs, mais que de toute façon, on ne pourra pas s'adapter à l'ensemble de ces risques que nous sommes en train de générer. Et vu de ta fenêtre, alors je sais pas moi si les recherches que tu mènes te permettent d'être affirmatif là-dessus. Est-ce que, notamment au travers des démarches RSE ou des démarches que peuvent porter des gens comme Carbone 4 avec la démarche Okara ou des choses comme ça, est-ce qu'aujourd'hui on est au rendez-vous de cette anticipation ou quel est notre niveau de retard éventuellement sur cette anticipation? Alors, je connais assez mal les exemples auxquels tu fais référence. Ce que j'ai un peu plus vu passer, ce sont les préconisations de l'ANSES, donc l'Agence de sécurité sanitaire, et les circulaires ministériels sur ces questions d'adaptation. Franchement, on est très loin du compte. On en est à se dire que oui, il faut intégrer les risques liés au changement climatique à l'évaluation courante des risques. Mais globalement, on en reste là. Donc non, on est vraiment aux prémices de la prise de conscience et à un niveau qui reste très insuffisant. On a parlé de l'impact des changements climatiques sur la santé en général, sur la conduite des affaires, avec tous ces risques qui sont à la fois directs, indirects et un peu systémiques que tu as évoqués. Et évidemment, pour nous autres psy du travail, ça va poser la question de comment est-ce qu'on vit ça d'un point de vue très subjectif dans l'entreprise ou dans l'organisation dans laquelle on intervient. Et il y a aujourd'hui un thème qui est pas complètement nouveau, mais dont on commence à parler un peu, qui est celui d'éco-anxiété. Qu'est-ce que on peut dire sur ce sujet-là? Déjà, est-ce qu'on peut se donner une définition? Moi, je cache pas que je suis un petit peu mal à l'aise avec le terme d'anxiété. Mais après, ce qu'on met dans les mots, on s'en fiche un peu. L'important, c'est d'être d'accord sur le contenu, c'est d'être d'accord sur ce qui est vécu par les gens. Donc, comment toi, tu définis cette éco-anxiété? Qu'est-ce que tu mets dedans? Qu'est-ce qui te semble important de nous en dire? Alors, est-ce que, de manière taquine, je peux te retourner la question? Parce que c'est une question que j'entends souvent, une remarque que j'entends souvent. Est-ce que, du coup, je peux en profiter pour te demander quelle différence tu fais entre la peur et l'anxiété? Alors, ça va dépendre un peu des écoles, mais c'est vrai que moi, je suis plutôt dans l'idée que l'anxiété est un état général de l'âme, pour dire les choses avec des mots qui sont pas complètement appropriés. C'est un sentiment diffus, c'est quelque chose que je ressens comme étant un mal-être, mais dont j'ai pas forcément identifié la cause en fait. Alors que la peur est au contraire quelque chose d'extrêmement ciblé sur un objet, et un objet qui me fait peur. Il y a deux manières d'appréhender la santé finalement psychologique. La première manière, c'est de dire j'ai un cerveau qui fonctionne. Je le dis vraiment avec beaucoup de caricatures là. Mais j'ai un cerveau fonctionnel dans un environnement dysfonctionnel, et donc il faut que je travaille sur l'environnement. Soit j'ai un environnement plutôt fonctionnel, je suis pas ni harcelé ni en situation de risque, et c'est moi, ma perception, mon cerveau qui s'invente des histoires. Je le dis de manière extrêmement caricaturale. Moi, je pense que présenter les choses comme étant une anxiété, c'est plutôt se positionner dans le deuxième camp, c'est de dire globalement ça va les gars, et vous faites du mouron quoi. Vous inquiétez pas.
Alors que je pense que l'éco-anxiété ou la peur ou la solastalgie ou le stress pré-traumatique, enfin tous ces termes qu'on peut entendre, sont des réactions normales et naturelles d'un cerveau qui fonctionne face à un environnement qui présente des risques et même des risques très très matériels, et on l'a vu à très court terme. Voilà pourquoi le terme me dérange en fait. Merci beaucoup pour cette précision qui est extrêmement salutaire, et je te rejoins vraiment à 100% là-dessus, sur le fait que, bon, je reviendrai sur la définition, mais il faut là aussi ne pas cesser de marteler que cette solastalgie ou l'éco-anxiété, c'est pas quelque chose à considérer comme un état pathologique. C'est même une réaction saine, normale, considérant tous les éléments qu'on a scientifiques, hein, sur les dégradations environnementales, et qu'au contraire, hein, s'il y a un état pathologique ou anormal, c'est plutôt de nier, de nier, d'être trop confiant, trop rassuriste, ou d'être cynique par rapport à ces dégradations environnementales. Donc je te rejoins vraiment tout à fait sur ce constat et sur ce choix des mots, et sur le fait que ce terme éco-anxiété est peut-être porteur de cette remise en question individuelle sur laquelle on peut revenir. Donc la définition de l'éco-anxiété, c'est la peur ressentie face à des dégradations environnementales présentes ou futures. Généralement, on inclut d'autres sentiments que la peur. On va inclure toute une gamme d'émotions négatives, de l'angoisse, de la colère, du désespoir. Enfin voilà, on peut traiter ça de manière assez différente. C'est un terme qui a été mis dans le débat public par certains psychiatres qui, dès le début, hein, quand même, ont bien dit attention, nous, on vous rapporte ce qu'on voit passer dans nos consultations. On n'est pas en train de dire que là, c'est une nouvelle pathologie, qu'il faut l'inscrire au tableau des pathologies mentales. C'est pas ce qu'on dit, on lève juste un petit signal d'alerte. Et justement, l'enjeu derrière ça, c'est de bien redire, et comme on l'a dit, hein, c'est une réaction saine et normale par rapport à ce que c'est la documentation de ces catastrophes. Et donc, il faut pas en faire quelque chose de pathologique. Par rapport à cette définition et à tout ce qu'on a pu dire auparavant, comme tu l'as écrit dans l'article « Meilleur remède contre l'éco-anxiété » que je mettrai en description, ce qu'on commence à voir, c'est que l'éco-anxiété, c'est pas un truc de bobo, c'est pas un truc de génération Z, et c'est même pas d'ailleurs un truc d'occidental, quoi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans tes écrits. C'est quelque chose qu'on va retrouver un petit peu partout. Tout à fait. Et les premiers éléments là-dessus, hein, les premières études de synthèse, on va dire, les revues systématiques de la littérature ont même montré que ce sont très souvent les populations les plus vulnérables, donc des populations autochtones, racisées, les femmes, les jeunes, qui sont les plus enclins à ce sentiment. Donc là, premier élément, vraiment, on est plus sur des populations autochtones ou vulnérables qui sont celles qui ressentent le plus cette éco-anxiété. Et la deuxième étude qui a vraiment fait date pour moi et qui a changé la vision qu'on avait sur ce problème, c'est une très large enquête qui a été publiée à la toute fin 2021 et qui avait étudié vraiment un échantillon très large de jeunes de 16 à 25 ans dans 10 pays, des pays qui allaient de l'Angleterre, la France, les États-Unis, mais également les Philippines, le Nigeria, le Brésil. Et ce qu'il a montré, c'est que dans tous ces pays, on avait au global près de la moitié, un peu moins de la moitié, de ces jeunes qui, d'une part, répondaient être très ou extrêmement préoccupés par le changement climatique, mais d'autre part disaient que ça avait des répercussions dans leur vie de tous les jours. Donc quelque chose de fonctionnel justement qui affectait leur fonctionnement dans la vie de tous les jours. Et même très souvent, les taux rapportés aux Philippines, au Nigeria, étaient même plus élevés qu'en Angleterre ou aux États-Unis. Et donc ça a d'une part montré l'ampleur du problème. Près de la moitié de ces jeunes qui souffrent, qui rapportent ces sentiments négatifs, cette peur, cette crainte face au réchauffement climatique. Et d'autre part, quelque chose de très répandu là aussi dans des pays où pays Philippines, Brésil encore une fois. Et donc bien loin de l'image d'un problème qui toucherait des jeunes favorisés qui n'ont pas à se préoccuper d'autre chose et donc qui ont le temps de se préoccuper de l'environnement. C'est vraiment, ça a vraiment changé complètement l'image qu'on avait de ce phénomène. Et pour autant, pour continuer à focaliser sur notre sujet ici dans ce podcast, c'est des sujets qui restent encore, de mon point de vue, et moi j'ai un point de vue parmi d'autres, qui restent encore un petit peu à la porte de l'entreprise. Je vais citer quelques chiffres, si tu me le permets, pour te faire réagir. Alors, c'est pas très audio de citer des chiffres. Normalement, on présente une planche. Je me suis appuyé sur 3 études. L'étude du cabinet Kantar, qui est un cabinet qui fait de la RSE, donc qui mélange dans ses questions les sujets sociaux et les sujets environnementaux. Moi, je pense qu'ils sont liés et que c'est légitime de les mélanger, mais ça
C'est une précision méthodologique qu'il faut quand même faire. Et dans cette étude assez récente, on voit que 90% des salariés sont inquiets de la situation. Alors, la situation environnementale et sociale, hein, c'est un mélange des deux. 40% se disent en dissonance, c'est-à-dire que l'entreprise dans laquelle ils travaillent n'est pas en accord avec leurs valeurs à eux. Encore une fois, sur le plan social et environnemental, pas uniquement environnemental. Alors 40% en dissonance, mais seulement 29% des cadres. Donc il y a une première différence ici. Les femmes sont un peu plus concernées également que les hommes, c'est pas très significatif, mais il n'y a aucune différence entre les âges, les générations, les niveaux de qualification. C'est le statut cadre qui fait qu'on est peut-être un petit peu moins en dissonance que les autres. Ensuite, il y a une étude du Conseil économique et social et environnemental qui est beaucoup plus spécifique puisqu'elle traite, elle, particulièrement de l'environnement, qui nous dit que 1/3 des répondants éprouvent de l'anxiété dans le cadre de leur travail en lien avec le climat. Donc, une personne sur 3 se dit, soit moi, les impacts sur mon travail vont être forts. Si, par exemple, je travaille dans la fabrication de moteurs diesel, je peux avoir un risque sur mon emploi. Soit je vais avoir les conséquences directes qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir si je travaille sur un chantier à l'extérieur au mois d'août, ça risque d'être compliqué. Enfin, une dernière étude de Harris Interactive, 15% des actifs sont prêts. Alors sont prêts, c'est-à-dire on la posture, on réfléchit et pourraient souhaiter le faire, mais aussi sont dans la possibilité technique de quitter leur emploi si, ma foi, cet emploi était incompatible avec les enjeux environnementaux. Donc je me résume. 90% des gens aujourd'hui voient qu'il y a un problème social et environnemental, alors un peu tout mêlé. 40% se disent même sur ce sujet-là en dissonance avec leur entreprise. 30% en particulier sont éco-anxieux et 15% ont les moyens ou sont prêts dans la posture à quitter leur emploi. Je ne sais pas si ces chiffres t'évoquent quelque chose. Moi, il y a un petit effet entonnoir entre j'ai conscience des problèmes et il va falloir faire quelque chose qui me semble très resserré en fait. C'est-à-dire que je voudrais que l'entonnoir soit un petit peu plus large et qu'on soit plus nombreux à se dire il y a peut-être quelque chose à faire et il faut que je me prépare aussi à prendre des décisions difficiles. Comment tu analyses toi ces chiffres-là ? Alors, la première réaction de l'épidémiologiste, c'est quand même de dire que cet effet entonnoir, il ressort aussi peut-être d'une certaine façon de la façon dont sont formulées les questions dans chacune des enquêtes. Ce que ça m'évoque, c'est vraiment quelque chose qu'on commence à percevoir sur l'éco-anxiété, sur ce phénomène de manière générale, et ça, c'est très perceptible notamment dans l'étude du CESE, du Conseil environnemental, social et économique que tu as mentionné, qui nous dit bien à la fin de cette étude, non seulement donc on a cette très grande proportion des Françaises et Français qui sont préoccupés par les enjeux climatiques, et j'ai plus la formulation exacte, mais elle est assez forte, et d'autre part, à la fin de cette étude, ils nous disent que une très grande proportion est prête à faire des efforts. Et ça nous dit quoi ? Ça nous dit que ce sentiment d'éco-anxiété, quand on le creuse un petit peu plus, qu'on essaye de comprendre ses déterminants, finalement, les gens rapportent moins éprouver ces sentiments négatifs face aux conséquences à venir que face à ce sentiment de ne pas pouvoir agir sur les causes ou de voir que rien n'est fait, si vous voulez, pour agir sur les causes. Et ça, c'est quelque chose de très important, et je pense que ça touche ce sentiment de dissonance cognitive. C'est qu'à mon avis, beaucoup de salariés se rendent compte qu'on a un problème avec le climat, mais que pourtant, on n'est pas en train d'y répondre. Et c'est vraiment ça qui se traduit dans beaucoup d'enquêtes. C'est encore plus cette incapacité à infléchir la trajectoire ou à voir que les gens aux manettes, que ce soit dans les entreprises, dans les gouvernements, ne prennent pas les décisions qui permettent d'infléchir la trajectoire. Le sentiment d'angoisse, les sentiments négatifs, ils proviennent plus de là que de la perception des dégradations à venir. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vraiment, l'éco-anxiété, c'est moins une peur des conséquences du réchauffement climatique que un constat amer face au fait qu'on n'est pas en mesure, ou on n'a pas envie, ou à l'échelle globale, collective, on ne traite pas les causes. On n'a pas pris la mesure du problème. Ça nous parle à nous parce que c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, concrètement. Moi, j'aimerais aussi te faire réagir sur un témoignage que je voudrais porter. La semaine dernière, j'étais dans une usine en Bretagne, une usine de l'industrie automobile. Très belle usine, très bien managée, un encadrement qui est pas mal du tout, avec une vraie discussion sur le travail, sur l'organisation, vraiment plein de choses positives. Mais dans cette usine, il y a un gros sujet, c'est qu'il n'y a plus de commandes. On est en grosse difficulté par rapport au fait qu'il faut maintenir un certain niveau de résultat. On appartient à un grand groupe.
Et donc les personnes commencent à voir des décisions qui se prennent, de pas remplacer les départs, peut-être de sous-traiter un certain nombre de choses qu'on faisait en interne auparavant. Et c'est vraiment la situation économique et cette baisse d'activité qui est très forte qui génère de la souffrance au travail. Et pour moi, ça a été compliqué d'aborder ça avec les salariés que j'ai rencontrés parce que on voit bien qu'à très court terme, leur situation à eux, c'est le crédit à rembourser, c'est la paye, c'est les études des enfants. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, tiens, une usine qui fabrique des pièces en caoutchouc pour l'industrie automobile, c'est pas une industrie d'avenir dans le cadre de tout ce qu'on vient de se dire là. Pour les gens, la question écologique, elle va forcément passer après, quoi. C'est normal, hein, de hiérarchiser comme, enfin, c'est normal. En tout cas, on l'attend à ce que les choses elles soient hiérarchisées comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide de faire ensemble pour que cette situation ponctuelle d'une usine en Bretagne et qui va concerner un maximum de gens très très vite, on puisse la prendre en charge et le traiter de manière globale. Cette question, elle est vraiment centrale pour mener à bien une transformation, une transition et pour que ce soit accepté. Tu as raison. Et ça, on voit bien que là, il y a un vrai enjeu très fort de planification, d'organisation de transition, y compris dans les professions. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chacune des professions a des compétences qui peuvent être réutilisées, réemployées sur d'autres objets. Je vais te donner un exemple. Une région qui est en train de se poser les mêmes questions, c'est l'agglomération, enfin la région de Toulouse, l'agglomération qui, comme on le sait, est très orientée autour de l'aéronautique. L'aéronautique, on le sait, on n'arrivera pas à décarboner tous les avions qui volent. Il faudra donc quelque part, on ne peut pas sortir d'une crise climatique sans réduire la place de l'aéronautique. On le sait ça de manière générale. Il y a des activités qu'il va falloir cesser, hein, ne serait-ce que tout ce qui est extraction de fossiles. Et donc, on peut pas parler de crise climatique sans être lucide sur le fait qu'il va falloir cesser des activités. Et donc, ça nous parle de la question de savoir comment on réemploie, comment on recycle, comment on réutilise des compétences. Et donc là-dessus, il y a des discussions qui sont en train de se jouer. Je parlais de Toulouse parce que c'est un endroit où on a un collectif d'académiques, d'universitaires, de chercheurs, chercheuses vraiment engagés sur ces questions de transition qui se sont mis à discuter avec les syndicats de l'aéronautique, avec les travailleurs de l'aéronautique pour prendre à bras le corps ces questions et pas les mettre sous le tapis. Et donc des personnes, des scientifiques qui appellent à la transition se disent on peut pas juste dire voilà, faut arrêter l'aéronautique, faut aller parler à ces collectifs et voir comment on crée quelque part, comment on se met d'accord sur les voies possibles. Et donc le secteur de l'aéronautique, hein, on a par exemple des étudiants des écoles d'aéronautique qui veulent décarboner le secteur et qui savent que ça passera par d'autres choses et qui nous disent nous finalement ce qu'on sait faire c'est traiter de la logistique, c'est traiter du signal sur des réseaux, que ce soit des réseaux de lignes aériennes, mais du coup ça on peut complètement le réutiliser sur des réseaux ferroviaires en fait, et c'est d'identifier un petit peu ces compétences qu'on peut remettre au service de la transition. Et ça, c'est vraiment très important. Ça fait appel là aussi à une certaine forme de planification. C'est quelque chose qu'il faut anticiper à l'échelle nationale, voire au-delà, ou régionale, toutes les échelles, parce que ça passe par de la formation professionnelle. Évidemment, il faut savoir quels secteurs vont être en demande d'emploi. Et il y en a aussi énormément, que ce soit dans la rénovation thermique, dans les énergies renouvelables, dans l'accompagnement aux proches, la plus humaine de ces transitions. On pense à des assistantes sociales, d'orientation, et tous ces secteurs, il va falloir ces transformations de secteurs, soit industriels ou d'activité, il va falloir les accompagner. Et la tâche est absolument immense. Elle est immense, mais elle est indispensable. Et elle est hyper motivante aussi. Enfin, je veux dire, il y a des choses vraiment très intelligentes à trouver, à faire. Et ça mobiliserait beaucoup d'énergie, peut-être dans des choses qui sont à la fois vitales, mais tellement plus exaltantes en fait que de fabriquer des produits qui servent à rien et les vendre à des gens qui en ont pas besoin, quoi. Même s'il y a quelque chose, il y a un récit qui est potentiellement mobilisateur derrière. Pour l'instant, ce récit, on va opposer des travailleurs du secteur automobile, des secteurs fossiles, en disant voilà, vous êtes le monde ancien, il va falloir faire une croix sur vos emplois, et on va présenter des secteurs en montée de compétences. Maintenant, c'est de poser cette question collective en se disant comment, à l'échelle d'une société,
globalement, on se pose ces questions et on organise ces transferts de compétences quelque part, ces recyclages des compétences, il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus mobilisant. Il y a vraiment un récit global qu'on peut faire derrière, mais qui pour l'instant n'est pas du tout fait à l'échelle politique. On préfère le récit où on va opposer des secteurs d'activité, des visions du monde, plutôt que le récit sur lequel on essaierait vraiment collectivement d'être à la hauteur de ces transformations qui nous attendent. Et on voit bien, et ça peut être un mot de conclusion, le rôle que peut jouer le psychologue du travail dans cette transition-là, justement dans l'identification des compétences, dans les mobilités fonctionnelles qu'il va falloir aussi opérer. Et merci pour tout ça. Moi, je termine en général avec une question un peu rituelle. Si tu avais là une idée saugrenue qu'on pourrait ruminer dans les jours qui viennent en repensant à tout ce qu'on s'est dit là, quelle serait cette idée bizarre que tu voudrais nous proposer? Moi, je vais plutôt recycler une idée que j'ai lue dans un très très bon bouquin que je conseille à tout le monde qui s'appelle Paresse pour tous, un bouquin d'Adrien Klein, qui fait un peu ce constat. Et le constat que tu fais d'ailleurs dans ton hors-série sur le fait qu'il va falloir réduire la production, il va falloir réduire d'une certaine façon les activités. Et que très souvent, quand on en parle, ça peut passer par des propositions sur des réductions du temps de travail. On entend parler parfois de la semaine de 32 heures. Et donc, dans ce bouquin, qui est une fiction d'Adrien Klein, on a un candidat à l'élection présidentielle qui fait campagne pour non pas une semaine de 32 heures ou 30 heures, mais pour une semaine de 15 heures. Donc, la journée de 3 heures de travail par jour. Dans le bouquin, il est prix Nobel d'économie, donc il peut démontrer que ça marche. Et derrière cette idée, il y a le côté que, au bout d'un moment, peut-être qu'il faut proposer un récit un peu plus offensif presque des transformations et pas se dire qu'on passera de 35 à 33 ou 32, mais un récit vraiment plus quelque part tranché. On se dit non, voilà, si on veut vraiment être à la hauteur des défis, que ce soit sociaux, environnementaux, peut-être qu'il faut proposer quelque chose de bien plus fort, une semaine de 15 heures, une journée à 3 heures de travail. Et voilà, enfin, c'est quelque chose, c'est un bouquin qui est très réjouissant à lire, que je conseille vraiment, et qui, au-delà de ça, moi, me travaille un petit peu depuis que je l'ai lu. Eh bien, paresse pour tous, alors. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Bertrand.